On commence tout à l'heure. Merci. Je t'en prie, mon ami. Merci beaucoup. Belle vérité. Donc, nous allons bien commencer à l'heure. On n'en fait pas une longue introduction. Des gens de la maison, c'est historique, c'est comme ça. Tout le monde est censé te connaître, mais je suis le dernier arrivé de l'équipe, presque. Notre Mehdi va nous parler de la pression œsophagienne, state of the art, tout ce que vous devez savoir sur la pression œsophagienne. Et voilà. Je te laisse la parole et on aura certainement une super discussion à la fin. Merci. Yes, ça fait plaisir de parler de ce sujet. J'aime bien ça. Ça a été un peu mon sujet de recherche quand j'étais un peu plus jeune. Forcément, 1 heure, on va skipper des choses. On va pas trop parler on va pas trop rentrer dans la physiologie, quoique. On va pas parler des limites de la pression œsophagienne, quoique. Et donc, il y aura forcément des choses qui auront été ignorées. Donc, d'emblée, on va un peu s'intéresser à comment on mesure une pression œsophagienne. Donc, ça porte bien son nom, c'est la pression qui règne au niveau de l'œsophage. Et l'idée, c'est que cette pression œsophagienne va refléter la pression pleurale. Et ça, pareil, on va y revenir un petit peu après. Donc, je me suis mis dans le cadre du service. On a des sondes de Nutrivant qui est ici. Donc là, c'est un modèle où on n'a que la pression œsophagienne. Il y a des modèles de Nutrivant. On va aussi avoir une mesure de la pression gastrique avec un deuxième ballonnet. À noter qu'il y a un petit marqueur radio-opaque pour savoir où est notre ballonnet sur les sondes de Nutrivant. En pratique, c'est des sondes qui sont assez chères et qui coûtent 150-200 € selon comment on arrive à les négocier avec le distributeur. Elles permettent la nutrition entérale et on peut les laisser 28 jours. Il y a un autre deuxième grand modèle qui est pas mal utilisé par les gens qui font ça, c'est Cooper. C'est 10 fois moins cher, on est plutôt sur 20 €, mais elle est beaucoup plus difficile à mettre et je trouve en pratique que la Nutrivant, c'est vraiment la pression œsophagienne un peu confort, où on est vraiment à l'aise pour la mettre. Comment on met une sonde de pression œsophagienne? C'est comme une sonde gastrique, hein, s'il n'y a vraiment pas de complexité technique. On va faire un repérage anatomique, donc on pose le ballonnet au niveau de l'épigastre, on monte jusqu'à la bouche ou à l'oreille selon l'endroit où on veut la faire passer. Je vous conseille de plutôt passer par la bouche, vu la taille de cette sonde. S'il y a une sonde gastrique, on l'enlève. Et mon conseil, c'est de ne pas hésiter à trop descendre. Il vaut mieux être trop loin et remonter que redescendre à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Et avec la Nutrivant, à chaque fois qu'on va vouloir faire des mesures ou réfléchir sur la localisation de la sonde, on va gonfler le ballonnet de 4 millilitres pour comprendre où on est. La première étape, c'est d'être dans l'estomac, vu qu'on est trop descendu exprès. Donc, pour se rendre compte qu'on est dans l'estomac, on va appuyer tout doucement sur l'estomac et en fait, on va avoir une augmentation de la pression à chaque fois qu'on appuie sur le ventre. Donc ça, c'est un bon indicateur qu'on est dans l'estomac. Et puis, on va remonter. Alors, en pratique, je remonte de quelques centimètres en quelques centimètres. Et on va arriver dans l'œsophage. Et donc, pour confirmer qu'on est dans l'œsophage, on va avoir 3 indices. D'une part, on va avoir une baisse de la transmission de la pluie gastrique, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur le ventre, ça va un petit peu monter, mais moins qu'avant. On va avoir l'apparition d'artefacts cardiaques qui sont beaucoup plus rapides que les variations respiratoires. Et puis enfin, on va avoir une variation respiratoire qui est donc synchrone de la fréquence respiratoire du patient. Donc ça vous permet de vous dire que vous êtes dans l'œsophage, mais le but, c'est pas que être dans l'œsophage, c'est d'être au bon endroit. Et donc, on vise le tiers inférieur de l'œsophage. Et donc, pour confirmer qu'on est au tiers inférieur de l'œsophage et que la pression œsophagienne reflète bien la pression pleurale, on va faire ce qu'on appelle un test d'occlusion. Le principe de ce test d'occlusion, ça va être de faire une pause expiratoire sur le respirateur. Et donc, quand on fait une pause, que ce soit inspiratoire ou expiratoire sur un respirateur, ça ferme les valves et donc il ne peut plus y avoir de variation de volume. Et donc, quand on va faire varier la pression pleurale, on va voir comment dans 10 secondes, toute variation de pression pleurale et donc de pression œsophagienne doit être strictement identique à la variation de la pression au niveau des voies aériennes. Donc, comment qu'on fait cela en pratique? Donc, si le patient et le passif ne respirent pas, on va faire ce qu'on appelle une manœuvre de Bader, c'est-à-dire qu'on va appuyer avec nos mains sur sa cage thoracique, ça va augmenter sa pression pleurale et donc sa pression œsophagienne et donc sa pression dans les voies aériennes de façon identique. Et si le patient a de l'interaction avec le respirateur, il va respirer contre les valves fermées et il va lui-même baisser sa pression pleurale. Petit papier récent qui montre que chez un patient qui a un phénomène d'AOP, donc une pression d'ouverture des voies aériennes, c'est peut-être plus intelligent de faire une pause inspiratoire, d'être au-dessus de l'AOP, parce qu'en fait, sinon, il n'y a pas de variation de pression au niveau des voies aériennes, en toute logique. Bon, c'est enfoncer une porte ouverte, mais bon, ça, c'est récent, ça vaut. Et donc, on va geler les courbes sur le respirateur. Donc là, c'est un exemple dans mon ancien service. C'était un patient qui était en ventilation spontanée. Donc, on a fait une pause expiratoire et le patient a respiré. Donc, si on regarde la variation de pression au niveau des voies aériennes, on passe de moins 13 à 5. Donc, ça fait une variation de moins 18 mm de mercure en l'occurrence ici.
Et au niveau œsophagien, on est à -9, -8, ça fait -17. Et donc, au final, on voit que la variation de pression des voies aériennes et la variation de pression œsophagienne, elles sont quasiment similaires. Et donc, on a un placement qui est satisfaisant. Alors, de façon quantitative, idéalement, on a envie que ce rapport donc, entre la variation de pression des voies aériennes et la variation de pression œsophagienne soit entre 0,9 et 1,1. Puis quand on n'y arrive pas, ce qui peut arriver, on peut aller jusqu'à 0,8 et 1,2. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive pas, quand on n'est pas dans ce range? La première option, ça va être de mobiliser la sonde œsophagienne soit vers le haut, soit vers le bas pour essayer de trouver l'endroit où ça transmet mieux. Et des fois, comme je vous ai dit, on gonfle le ballonnet à 4 millilitres. Des fois, on peut être tenté d'un petit peu baisser le volume dans le ballonnet pour rentrer dans les critères d'acceptation de ce rapport. Ça nous permet maintenant de discuter aussi du volume du ballonnet. Et donc, en première approximation, je vous ai proposé de mettre 4 millilitres. C'est ce que recommande le fabricant pour ce ballonnet. Par exemple, si vous utilisez un ballonnet Cooper, on est plutôt sur 2 millilitres. Donc ça dépend avec chaque marque de ballonnet. En pratique, ça, c'est assez simple, mais ça peut ne pas marcher pour tout le monde. L'idée, quand on gonfle le ballonnet œsophagien, c'est que les murs du ballonnet œsophagien soient en contact avec l'œsophage. Mais l'idée, c'est d'être pas trop gonflé parce que dans ce cas-là, en fait, on va surestimer les valeurs de pression parce que le ballonnet est trop gonflé et dans le même temps, il va moins transmettre les variations de pression. Et à l'inverse, s'il n'est pas assez gonflé, ça ne va pas transmettre de pression. Et donc, pour ça, on peut avoir une approche un peu plus moderne, c'est-à-dire faire la courbe de compliance du ballonnet, c'est-à-dire que vous allez tester différents volumes de ballonnet. Alors, je vous propose plutôt de faire de 1 en 1, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Et donc, vous allez à chaque fois mesurer la pression œsophagienne en fin d'expiration et vous allez avoir une courbe qui fait un peu une sigmoïde avec un plateau. Et donc, en première option, ce qu'on peut proposer, c'est de se mettre au milieu de ce plateau, noter le volume correspondant et si possible, le mettre soit sur le tableau, soit sur la sonde œsophagienne sur un petit scotch. Comme ça, les gens profitent du travail que vous avez fait. Troisième approche qui est encore plus élégante, c'est de faire ça à l'expiration et à l'inspiration. Et donc, vous allez avoir une courbe avec un hystérésis. Et l'idée, ça va être de se mettre à l'endroit où il y a la plus grande différence entre la pression œsophagienne inspiratoire et expiratoire, parce que ce qu'on s'attend en physiologie respiratoire, c'est qu'on ne doit pas, normalement, on ne peut pas sous-estimer une variation de pression. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre la variation de pression maximale, en fait, qui va refléter mieux la variation de pression pleurale. En pratique, ça, c'est plutôt, je pense, quand on fait de la recherche. 4 minutes, ça marche bien chez la plupart des patients, mais en tous les cas, si vous voulez vraiment avoir une grande finesse, refaire une petite courbe de pression au moins expiratoire, c'est pas délirant. Voilà. Selon la motivation et peut-être pas à 3 heures du matin. Et je rappelle ici, c'est important, c'est qu'à chaque fois, les patients donc, peuvent garder pendant 28 jours leur sonde de pression œsophagienne. Il va falloir à chaque fois vider le ballonnet et le regonfler avant de faire les mesures. En fait, le ballonnet a un peu de porosité et en fait, il peut être complètement vide comme complètement plein. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire vraiment des mesures, il faut dégonfler et regonfler parce que vous ne savez pas quel est le volume qui reste dans le ballonnet. En passant, il y a une petite machine qui fait ça automatiquement qu'on n'a pas, mais peut-être qu'un jour on la commandera. Ça s'appelle Optilint, qui s'amuse à regonfler et dégonfler le ballonnet en permanence. Les petits problèmes et astuces, là on parle vraiment de pratique. Je pense le plus fréquent, c'est les spasmes œsophagiens. Qu'en fait, c'est votre patient, vous avez mis votre sonde œsophagienne, puis vous voyez des grandes montées de pression à 40, 50, 60 cm d'eau. C'est pas du tout rythmé ni par la respiration, ni par la fréquence cardiaque. C'est tout simplement nos patients on s'en rend pas compte, sauf qu'on a une sinusite, ont souvent des spasmes œsophagiens. C'est pas du hoquet, hein, c'est vraiment des contractions de l'œsophage et il n'y a rien à faire. Le curare ne marche pas, la sédation ne marche pas, il faut juste être patient. Il ne faut pas faire de mesure à ce moment-là, il ne faut pas du tout tirer de conclusion de mécanique respiratoire quand un patient a un spasme œsophagien, il faut attendre. Des fois ça passe, puis des fois ça passe pas et c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Deuxième possibilité, c'est de faire des boucles. Alors avec la Nutrivance, c'est très rare, elle est quand même très grosse, donc c'est rare qu'on fasse des boucles, mais si vous n'avez pas du tout d'impression d'être au niveau gastrique, pas du tout d'impression d'être au niveau œsophagien, c'est peut-être que vous êtes en train de faire des boucles dans la bouche. À nouveau, c'est très fréquent avec la Cooper, avec la Nutrivant, elle est quand même plutôt facile à mettre, c'est plutôt rare. Troisième possibilité aussi, c'est qu'on soit en intratrachéal. Et donc là, il y a deux indices pour ça, c'est que vous allez avoir des courbes assez superposables entre les voies aériennes et votre sonde œsophagienne. Si ce n'est que vous n'aurez pas de pression de plateau, vous serez directement au plateau, il n'y a pas de pression résistive parce qu'on est en distalité, en fait, on mesure sans résistance, il n'y a plus de débit.
Et il y aura des fuites souvent, hein. C'est quand même un gros pieu, hein, la Nutrient, donc on entend souvent des fuites sur le respirateur. Et puis il ne faut pas oublier, ça reste quand même une sonde qui passe par l'œsophage, donc s'il y a une contre-indication à une sonde gastrique, souvent il y a une contre-indication à la sonde de pression œsophagienne. Puis dans le cas de l'œsophagectomie, je n'ai pas vu trop de papier, je ne sais pas trop si c'est intelligent. En tous les cas, je n'irai pas me battre avec un chirurgien pour mettre une sonde œsophagienne dans ce contexte. Donc ça, c'est la partie pratique. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi mettre une sonde de pression œsophagienne? On va avoir ces 5 points-là. Il y a des choses, comme je dis, que je n'ai pas le temps d'évoquer. Donc tout ce qui est Mechanical Power, PTP, WAP, qui sont extrêmement un peu compliqués à mettre en place et pour lesquels on n'a pas les logiciels et la capacité de le faire actuellement dans le service. Et donc, tout d'abord, on va parler de la pression transpulmonaire inspiratoire. Donc, quelque chose qui est vrai en physiologie, mais pas que du poumon, c'est le principe de pression transmurale. Et donc, la pression transmurale est définie comme la pression à l'intérieur d'une structure moins la pression à l'extérieur d'une structure. Et donc, c'est la pression qui distend réellement la structure. Et une façon d'illustrer, et je l'aime bien cet exemple, si vous prenez un saxophoniste qui est prêt à souffler dans son saxophone, si on mesurait sa pression au niveau alvéolaire, il aurait 150 cm d'eau. Vous imaginez bien que si on prend une compliance à 100 pour ce patient, ça voudrait dire qu'il aurait 150 fois 100, il aurait 15 litres d'air dans les poumons, ce qui se traduirait probablement par son décès. Et donc, en fait, pour avoir l'image complète, il faut prendre en compte que sa pression pleurale, au même moment, est à 140 cm d'eau, et donc la pression transmurale, qui est la pression transpulmonaire, est égale à 150 moins 140, ça fait 10 cm d'eau, et donc on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus physiologiquement entendable. Donc, on comprend l'intérêt déjà de réfléchir plutôt en pression transmurale qu'en pression juste interne, c'est-à-dire la pression alvéolaire. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien, c'est un peu la mécanique respiratoire niveau 1. Nous mesurons en permanence, enfin nous, le respirateur mesure en permanence la pression au niveau des voies aériennes. C'est écrit PRW. Cette pression au niveau des voies aériennes, elle va représenter deux choses. D'une part, la pression au niveau alvéolaire et la pression résistive qui est liée au fait qu'il y a un débit. Quand vous insufflez ou quand le patient exsuffle, il y a un débit, ça génère une pression dite résistive. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait des pressions de plateau, c'est pour ça qu'on fait des pauses sur les respirateurs. Comme ça, la pression résistive devient 0 et donc la pression qu'on mesure est égale à la pression alvéolaire. Et dans une première approximation, quand on a un patient en ARDS, on va viser que notre pression alvéolaire en fin d'inspiration elle soit inférieure à 28-30 cm d'eau. Et comme on l'a vu auparavant, au final, c'est pas tant ça qui nous intéresse, c'est plutôt la pression qui distend l'alvéole, et donc il faut prendre en compte la pression transmurale. Cette pression transmurale, donc on va l'appeler pression transpulmonaire. En théorie, elle est égale à la pression alvéolaire moins la pression pleurale, la pression qui règne donc au niveau de la plèvre. Et on va accepter dans une première approximation que la pression transpulmonaire, c'est à peu près égal à la pression alvéolaire moins la pression œsophagienne. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous mesurez une pression alvéolaire, par exemple, vous mesurez une pression de plateau à 35 cm d'eau, on peut avoir deux situations. Soit c'est parce que la pression transpulmonaire est très augmentée, ce qui est plutôt grave, ou alors c'est que la pression œsophagienne ou la pression pleurale est très augmentée, et ça, c'est un peu moins grave. Et donc, c'est là l'intérêt de la pression œsophagienne, ça va permettre de comprendre un peu ce qui se passe de façon plus fine face à un chiffre de pression au niveau des voies aériennes. Ça, cette diapo, vous pouvez l'oublier si déjà tout ce que je vous dis vous paraît complexe, et si vous aimez bien la physiologie respiratoire, on peut s'accrocher, mais en tous les cas, le VILI, donc c'est des lésions induites par la ventilation. On parle souvent de barreaux et de volotraumatisme, mais on peut un petit peu modéliser tout ça sous la forme d'une seule équation. Et en fait, cette équation indique que la pression transpulmonaire en fin d'inspiration au-dessus de la CRF, donc ce delta ici, là, vous avez la pression transpulmonaire à la CRF quand le patient est à l'air ambiant, et ça, c'est la pression transpulmonaire en fin d'inspiration. Ça, c'est le stress pulmonaire qui est généré par un strain, c'est-à-dire la variation de volume générée par le volume courant et le volume lié à la pipe au-dessus de la CRF, qui est le strain. Et ce qu'on sait, en tous les cas, c'est chez le cochon, on ne s'est pas amusé à le refaire forcément chez l'humain, c'est que quand on double ce strain, ça aboutit donc à une PTP inspiratoire de 27, on a 100% de mortalité chez le cochon. Donc, c'est des valeurs qu'on n'a pas trop envie d'avoir. En tous les cas, l'autre façon de le dire, c'est que la pression transpulmonaire de fin d'inspiration, c'est un bon marqueur de VILI, et on peut avoir envie de le surveiller plus que la pression de plateau alvéolaire simple. Alors, je vous ai dit
pression transpulmonaire, on va accepter une formule. On va accepter cette formule-là, c'est-à-dire que la pression transpulmonaire inspiratoire, donc, par la méthode absolue, c'est égal à la pression alvéolaire moins la pression œsophagienne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour certains, la définition de Boston. C'est un peu bête et méchant, et c'est un peu ce qu'on voit sur le schéma. Hein. C'est la définition d'une pression transmurale. Hein. On prend la pression interne moins la pression externe, et on obtient une pression transmurale. Ça a été remis en cause, notamment par les Italiens qui disent en fait, on n'est pas vraiment sûr que la pression œsophagienne, c'est égal à la pression pleurale, et en fait, on n'est pas trop sûr des valeurs absolues de pression œsophagienne, mais par contre, on sait que les variations, ça marche plutôt bien. Les variations de pression œsophagienne, ça reflète bien les variations de pression pleurale. Et donc, les Italiens, ils ont proposé cette définition qui est la PTP inspiratoire par la méthode du ratio des élastances ou élastance ratio. On va mesurer la pression de plateau au niveau du système respiratoire, donc la pression alvéolaire fin d'inspiration, par ce qu'on appelle le ratio des élastances. On prend l'élastance du poumon rapporté à l'élastance totale. Donc, c'est le pourcentage d'élastance du poumon par rapport à l'élastance totale. Et ça, c'est une première alternative qui nous a été proposée à la mesure par la méthode absolue. Troisième méthode, c'est celle qu'on a vue juste avant et qui, d'un point de vue physiologique, nous intéresse, c'est-à-dire on mesure la PTP inspiratoire par méthode absolue, puis on la rapporte à la PTP à la CRF. Donc, c'est tout simplement ça moins ça. Alors, laquelle choisir en pratique? Je pense qu'il faut faire les deux, mais on va y venir après. La première chose, et ce papier est assez intéressant, ce qu'ont montré les Italiens, on va beaucoup parler d'Italie, vous allez voir dans le reste du topo, c'est que ces deux méthodes donnent les mêmes valeurs, grosso modo. Et donc, l'autre façon de le dire, c'est que cette PTP inspiratoire release derive, où on est obligé de débrancher le patient et le remettre à la CRF, elle donne les mêmes résultats que la PTP par le ratio des élastances. Étant donné que ce n'est pas très bien en 2026 de débrancher un patient du respirateur, on peut oublier cette formule-là et se dire que ça marche très bien. Donc, on se retrouve avec deux pressions transpulmonaires inspiratoires. Donc, la méthode absolue, ou méthode américaine, ou méthode de Boston, et la PTP par la méthode du ratio des élastances, ou la méthode italienne. Et en fait, je pense que c'est intéressant d'utiliser ces deux formules parce qu'elles ne vont pas apporter les mêmes informations. Et donc ça, c'est un beau papier que je vous recommande de lire de Yoshida de 2018. Alors, c'est sur des cochons et sur des cadavres, mais globalement, on est plutôt tous à y croire. Et ce qu'il a montré, c'est que la PTP par le ratio des élastances, ça va plutôt refléter la pression transpulmonaire au niveau des zones non dépendantes du poumon, c'est-à-dire quand le patient est allongé sur son dos, plutôt les zones ventrales, tandis que la PTP par la méthode absolue va plutôt refléter les zones postérieures, les zones qui sont gravitodépendantes. La façon de le représenter, c'est comme ça. C'est que notre PTP inspiratoire par le ratio des élastances, ça va plutôt représenter à nouveau les zones non dépendantes de la gravité, qui sont plutôt sujets à de la surdistension, tandis que la PTP par la méthode absolue va plutôt représenter les zones non dépendantes, qui sont plutôt soumises à la compression. Ce qui est important de noter, c'est que ça, c'est toujours supérieur à ça, et que cette différence est un gradient, et que ce gradient, plus le SDRA va être sévère ou hétérogène, plus ce gradient va être important. Il est de l'ordre de quelques centimètres d'eau chez vous et moi. Hein, si on se mettait sur le dos, qu'on nous mettait une pression œsophagène, on aurait quelques centimètres d'eau de différence. Chez les patients SDRA, on peut des fois avoir 12-15 cm d'eau de gradient. Donc là, c'était pour la PTP inspiratoire. Maintenant, on peut passer sur la partie expiratoire. Donc, regardez ce qui se passe en fin d'expiration. Pour des raisons un peu mathématiques, on ne peut pas utiliser la PTP par le ratio des élastances. Et donc, il nous reste deux méthodes. Donc, la PTP expiratoire par méthode absolue, donc la méthode de Boston. On prend la pression alvéolaire de fin d'expiration moins la pression œsophagienne en fin d'expiration. Et donc, elle est souvent négative en pratique ou nulle. Tandis que si on faisait la méthode où on débranche le patient à la CRF, par définition, elle est toujours positive, en fait. Donc, et on a dit qu'on n'allait pas débrancher le patient de la CRF. Donc, au final, on n'a que cette formule en pratique. Et on va voir qu'en fait, on ne sait pas trop quoi en faire. On a des résultats un peu discordants. Si on prend Yoshida à nouveau, ce qu'il montre dans un modèle de cochon en ARDS, c'est qu'il faut au moins avoir 5 cm d'eau de PTP expiratoire par méthode absolue pour avoir moins de 1% de poumons intellectasiés. Donc, ça fait quand même des valeurs assez importantes. Et donc, ça plaide plutôt en faveur de dire que chez un patient en ARDS, on a plutôt envie d'avoir des valeurs positives de PTP expiratoire. Et dans ce papier-là à droite, à nouveau un papier italien qui est assez intéressant, ils se sont amusés au scanner à calculer la PEP idéale au scanner, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout le poumon
envie. Donc, PEP ultra intelligente avec le scanner, puis ils ont regardé la PEP qu'il faudrait régler pour avoir une PTP expiratoire positive. Et en fait, vous voyez, il n'y a aucune corrélation entre le scanner et la pression œsophagienne. Donc, si vous êtes italien, vous avez envie de croire que la PTP expiratoire par méthode absolue, ça ne marche pas très bien et on ne sait pas trop ce qu'elle va refléter avec ces valeurs très négatives. Et puis, si vous êtes plutôt canadien, vous avez plutôt envie de croire que ça fonctionne. Mais on va voir par la suite que ça marche peut-être pas si bien que ça. Troisième intérêt de la pression œsophagienne, ça va être de pouvoir compartimenter le système, notamment avec la compliance et l'élastance. Donc, en physiologie respiratoire, on aime bien parler en élastance et pas en compliance. Habituellement, en clinique, on parle tout le temps de la compliance. L'élastance est l'inverse de la compliance. Et l'avantage, c'est que les élastances s'additionnent. Donc, ça, on aime bien ça. Donc, l'élastance, c'est la variation de pression sur la variation de volume. Et en pratique, en physiologie respiratoire de tous les jours, c'est la pression inspiratoire moins la pression expiratoire divisée par le volume courant, c'est en centimètres d'eau et en litres pour les unités. Et donc, l'élastance globale du système respiratoire, c'est 10, la valeur normale. L'élastance pulmonaire et l'élastance de la cage thoracique, c'est 5 plus 5, ça fait 10, c'est cohérent. Et on peut calculer un ratio des élastances, c'est-à-dire on prend l'élastance pulmonaire, on divise par l'élastance du système respiratoire. Et donc là, la normale, en toute logique, c'est 50%. Pourquoi c'est intéressant? Et parce qu'en fait, les élastances peuvent être perturbées de façon différente selon la typologie du SDRA. Et donc, pareil, à nouveau, un papier, cette fois-ci de Luciano Gattinoni. Et donc, en fait, il a regardé des ARDS pulmonaires, donc avec une atteinte pulmonaire directe, et des ARDS où il y avait une atteinte extra-pulmonaire. Et en fait, ce qu'il montre, et je trouve ça vachement intéressant, c'est que chez les patients qui ont une hypertension intra-abdominale, donc on va dire au-delà de 15 cm d'eau, ces patients ont une élastance de la cage thoracique qui est augmentée, c'est-à-dire altérée. Et l'autre façon de le dire, c'est que quand vous prenez les ARDS pulmonaires, l'élastance de la cage thoracique, elle était normale. Vous voyez, j'ai mis un trait à 5, et donc tous les patients, quelle que soit la BEB, avaient une élastance de la cage thoracique normale. Et par contre, il y avait une altération de l'élastance du poumon, qui était responsable de l'altération de l'élastance globale du système respiratoire. Et quand on prend les ARDS extra-pulmonaires, on voit qu'il y avait une altération et de l'élastance de la cage thoracique, qui est doublée, voire triplée, mais aussi du poumon, ce qui se traduit aussi par une altération de l'élastance globale du système respiratoire. Donc ça permet un petit peu de dire, de mieux comprendre ce qui se passe en termes d'élastance au niveau respiratoire et au niveau de chaque compartiment. Ça, c'est aussi une question. Souvent, on se dit la pression œsophagienne, ça peut être intéressant chez le patient obèse. Donc ça, c'est un petit papier qu'on avait fait avec Marseille pendant le Covid. Et ce qui est intéressant chez l'obèse, ça va un petit peu dans tous les sens. Il y a probablement une augmentation des valeurs absolues de pression œsophagienne, que ce soit inspiratoire, expiratoire. J'ai l'impression que l'effet se fait surtout là. Quand on regarde l'élastance de la cage thoracique, ça allait un peu dans tous les sens, mais c'est pas parce qu'on est obèse qu'on a forcément une augmentation de l'élastance de la cage thoracique, on va plutôt avoir une augmentation des pressions œsophagiennes. Et vous voyez ici, le ratio des élastances était similaire entre les deux groupes. Donc, ça n'avait pas une preuve, mais globalement, on a l'impression que l'obésité, ça joue plutôt sur la pression œsophagienne plus que sur l'élastance de la cage thoracique. Ça, c'était pour la compartimentation du système respiratoire. On verra après, dans des exemples plus concrets, à quoi ça peut servir. Là où on va passer un petit peu de temps, c'est sur le monitorage de la ventilation spontanée. Et je pense, sur la RDS, la pression œsophagienne, pour le moment, il n'y aura pas trop de RCT pendant quelques temps. Par contre, là où il y a peut-être du futur en développement, ça va être dans le monitorage de la ventilation spontanée. Quand on a un patient qui accroche un respirateur, en fait, on a un peu de système en série. On a un respirateur, puis un patient avec son diaphragme. Et entre un patient qui est en ventilation contrôlée curarisée, où il y a 0% de participation du patient, et un patient qui est extubé en air ambiant, où il y a 100% du patient, de l'activité respiratoire qui est liée au patient, quand on est entre ces deux cas, on ne sait pas trop ce qui se passe et on va voir qu'on a des outils pour un peu mieux comprendre ce que fait le patient. Donc, quand vous avez un patient qui n'a pas de pression œsophagienne, vous avez une courbe de pression des voies aériennes, une courbe de débit, et puis vous pouvez dire qu'au final, la delta P au niveau du système respiratoire, c'est l'aide que vous avez réglée en pratique. Donc, dans le cas présent, c'est un patient qui a ça. On ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions parce qu'on ne sait pas quel est l'effort du patient. Le patient peut être en grande détresse respiratoire. La courbe, ici, elle ne va pas être changée. C'est comme ça, le respirateur fait son travail.
Et puis, il y a des pressions résistives. Et donc, chez un patient qui est très BPCO, vous pouvez avoir quasiment pas de volume parce que toute la pression du respirateur, elle part dans les pressions résistives. Donc, on est un petit peu à l'aveugle quand on est dans ce contexte. Là, c'est des exemples de maintenant et je vous engage à la fin du topo, c'est d'aller à l'USI 5, si le patient est encore intubé. Mais c'est des courbes que j'ai pris en photo ce week-end et je trouve que c'est un patient pour le coup, qui permet bien d'illustrer ce qu'on fait. C'est un patient qui en a mis une pression œsophagène, qui a une BPCO. Et en fait, on peut mesurer plus de choses quand on a une pression œsophagène. La première chose qu'on peut faire, c'est estimer l'effort. Et donc, pour estimer l'effort, on va regarder la variation de pression œsophagène de façon dynamique. Donc, on prend la pression œsophagène à l'inspiration moins la pression œsophagène à l'expiration. On a des normes entre 3 et 8 pour définir un effort acceptable. Moins de 3, ce n'est pas beaucoup d'efforts, donc possiblement un diaphragme qui ne va pas beaucoup travailler. Plus de 8, un patient qui fait beaucoup d'efforts. Cet effort, il va générer un strain, une variation de pression transpulmonaire. Donc, on peut regarder cette variation de pression transpulmonaire au niveau de façon dynamique. Ce qui a été proposé, c'est norme à 15. Et pourquoi 15? En fait, à nouveau, on revient sur les travaux de Yoshida qui a beaucoup travaillé sur ça. Au-delà de 15, ce qui a été montré, c'est qu'on pouvait avoir des phénomènes de pente de Luft, c'est-à-dire que l'air qui est dans les zones non dépendantes, donc en pratique, le patient est sur le dos, donc chez un patient qui est sur les zones ventrales, et ben, en fait, ça tire tellement, le patient tire tellement que l'air va gonfler les zones postérieures dans un second temps. On le voit très bien en EIT, on voit la bascule de l'air de l'avant du poumon, enfin des zones antérieures du poumon vers les zones postérieures du poumon. Et ce cutoff à 15 permettait on peut voir les patients à un risque de faire un pump luft, et donc ça représenterait plutôt la toxicité de la ventilation dans les zones dépendantes. Mais à nouveau, on a des petits problèmes, on ne prend pas en compte les pressions résistives, les patients peuvent avoir des grandes pressions résistives, et puis on ne sait pas trop le stress, c'est-à-dire la résultante de notre strain, on ne sait pas trop ce que ça donne. Dernière possibilité, donc c'est de mettre une pression œsophagène et faire des mesures statiques. Et donc ça, c'est vraiment peut-être mon message principal. N'hésitez pas à faire des pauses inspiratoires et expiratoires chez les patients en aide. Ça apporte plein d'informations, même s'ils n'ont pas de pression œsophagène. Et là, on va pouvoir mesurer plusieurs choses. Donc si on commence tout en bas, on peut mesurer la pression musculaire. Donc si vous faites là, on a fait une pause inspiratoire et donc vous avez une hausse de la pression des voies aériennes. Ce n'est pas tout le temps une hausse, hein, ça peut être une petite baisse ou ne pas bouger, accessoirement. Et donc, quand vous allez faire une pause, habituellement, on s'attend à ce qu'il y ait une montée de la pression des voies aériennes et que ça fasse un plateau, comme une pression de plateau habituelle. Hein. Et ça va permettre tout d'abord de déterminer la pression musculaire, c'est-à-dire la pression générée par les muscles du patient pour respirer. Et donc, ça va tout simplement être la différence entre la pression œsophagienne lors du plateau moins la pression œsophagienne lors de l'inspiration. Et donc ça, pareil, on a des normes entre 5 et 10 cm d'eau. Cet effort, il va générer un strain, une variation de volume, mais qu'on ne peut pas ici monitorer. Donc on va regarder la variation de pression. Et donc on va regarder la variation de pression transpulmonaire statique, donc un peu comme une delta P un peu habituelle. Bon, on va regarder entre le plateau ici de pression transpulmonaire et la valeur expiratoire. Les normes, elles sont un peu moins claires. 10, 12, on ne sait pas trop, mais l'assise mort, hein, probablement qu'il ne faut pas mettre des grandes valeurs. On peut mesurer une delta P. Bon, ça, on a plus l'habitude de mesurer des delta P avec la fameuse norme à 14. Alors ça, c'était norme dans l'ARDS en VSC, mais on ne sait pas trop quelle est la norme chez les patients en ventilation spontanée. Mais quand quelqu'un a 20 ou 25 de delta P au niveau des voies aériennes, je pense que c'est plutôt inquiétant. Et donc, c'est tout simplement la différence entre la pression de plateau ici, statique, et la pression expiratoire de départ. Et enfin, on peut essayer de déterminer un stress. Donc, on peut calculer à nouveau notre pression transpulmonaire inspiratoire, soit juste de façon absolue ou par la méthode du ratio des instances. Et un peu comme pour la RDS, je pense que 20 cutoff, ça peut être pas mal. Et ça, il y a plutôt un accord pour dire que ça reflèterait plutôt le stress des zones non dépendantes. Mais à nouveau, c'est des choses qu'il faudra probablement plus explorer dans le futur. Juste en passant, si vous faites des pauses, et à nouveau, je vous engage à faire des pauses, notamment inspiratoires, ce qui a été proposé, c'est 3 critères simples pour savoir si le plateau est fiable. Il ne faut pas surinterpréter ce qu'on fait, mais c'est que le plateau soit obtenu rapidement, on va dire dans moins d'une seconde pour simplifier le message, que le plateau dure au moins 2 secondes et qu'il n'y ait pas de montée ou de descente. Et donc, ce qui a été proposé, c'est que ça ne varie pas de plus de 0,6 cm d'eau par seconde. Voilà, que ce soit un plateau stable, rapidement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un plateau qui arrive rapidement, qui est stable et qui dure plus de 2 secondes. C'est de façon simplifiée.
Je vous ai parlé de ça, mais mon message, ça va être surtout quand vous avez un patient qui est en aide, en ventilation spontanée, bah, je pense qu'il faut le monitorer quel que soit le moyen. On ne va pas mettre des pressions œsophagènes à tout le monde. Vous avez la pression d'occlusion, le PMI, hein, qui est juste la différence entre la pression de plateau quand vous faites une pause inspiratoire et la pression de départ. La P01 qu'on aime bien regarder dans le service, le volume courant, la PVC qui est un peu la pression œsophagène du pauvre. Je vous engage vraiment à garder les PVC ouvertes au maximum possible. On peut voir vraiment des patients en détresse respiratoire sur la PVC. Ça, c'est pas une PESO, mais pas loin. Et en tous les cas, ça vaut toujours le coup de monitorer un patient qu'en ventilation spontanée. C'est vraiment un moment où on est un petit peu en aveugle. Deuxième raison de mettre une pression œsophagène lors de la ventilation spontanée, c'est chez le patient obstructif. Et ça nous a bien servi chez le monsieur à l'USI 5 à nouveau. On ne peut pas déterminer l'autopep en théorie quand on a un patient en ventilation spontanée parce qu'en fait, on ne sait pas trop s'il va pousser ou pas contre le respirateur. Et donc là, je vous remontre ici comment on est censé déterminer la PEP intrinsèque avec une pression œsophagène. On va regarder le moment où l'inspiration est déclenchée. Donc, on considère en physiologie respiratoire que c'est le moment où la ligne de débit passe le zéro. Donc, hop, ça nous amène ici. On va regarder le delta de pression œsophagène entre le début de l'inspiration et le moment où ça déclenche le respirateur. Et donc, la PEP intrinsèque, c'est tout simplement cette valeur ici que j'ai figurée par la petite flèche verte. Donc, c'était vachement intéressant chez le patient en bas où on voulait essayer de garder la ventilation spontanée. On pouvait déterminer sa PEP intrinsèque de cette façon et c'est plutôt élégant. La pression œsophagène, ça permet aussi de détecter plus facilement les asynchronies. Alors, toutes les asynchronies qui sont figurées ici, on peut en faire le diagnostic juste avec la courbe de pression de voie aérienne et la courbe de débit. Mais quand on a une pression œsophagène, c'est 10 fois plus simple. Et moi, ça m'a marqué quand on a mis à nouveau la pression œsophagène aux patients de l'USI 5 et BPCO. On a vu des efforts inefficaces, mais c'était vraiment simple. En fait, il n'y avait pas à réfléchir. On voyait le patient, il est en train d'inspirer, il ne se passait rien au niveau des voies aériennes. Ça répond tout de suite à la question, c'est un effort inefficace. Donc, brièvement, je vous les ai figurés là, on pourra faire un séminaire sur ça, hein, que sur les asynchronies, on pourrait passer du temps. Mais là, vous avez un cyclage tardif, c'est-à-dire que le patient, il continue, non, il a fini d'inspirer alors que ça continue d'insuffler. Alors, bien sûr, on voit la hausse de pression ici. On pourrait dire, bah, je vois bien que mon cyclage n'est pas bon, mais à nouveau, c'est plus simple de voir que le patient, il continue, il a fini d'inspirer alors que le respirateur continue d'insuffler. Ici, vous avez un double triggering, un double déclenchement. On voit que le TI neural du patient est beaucoup plus long que le TI le temps inspiratoire du ventilateur, et ce qui déclenche un deuxième cycle, ce qui n'est pas le cas ici. Là, on a pareil un patient qui a un temps inspiratoire neural qui est plus long, mais qui ne déclenche pas le respirateur dans ce cas ici. Ici, c'est intéressant, ça, c'est une courbe de pression œsophagène d'un patient qui est passif. Et donc, quand le patient est passif, la pression œsophagène, elle monte lors de l'insufflation, alors que quand le patient est actif, il respire, il va baisser sa pression œsophagène lors de l'inspiration. Et donc là, on voit que le patient est passif, et boum, il se prend une insufflation, et ça va faire qu'il inspire, mais c'est pas lui, enfin, c'est lui qui inspire, mais c'est lié au respirateur qui chatouille un peu son diaphragme. Et cinquième asynchronie, pour le coup, c'était très présent chez le patient à nouveau de l'USI 5, c'est l'effort inefficace. On a un patient qui veut déclencher le respirateur, mais qui n'est pas récompensé. Petite diapo dynamique, je pense qu'il y a toujours des liens entre poumon et cœur, et quand on fait de la RDS ou de la physiologie respiratoire, on aime bien regarder le cœur. C'est juste une slide, juste pour rappeler qu'il y a quand même des petites données, notamment de l'équipe de Vieillard-Baron sur le sujet. Donc, que ce soit une augmentation de la pression transpulmonaire ou de la pression pleurale, quand on insuffle dans un patient, on va avoir une augmentation de la PVC mesurée sur le scope. Et comme la pression transpulmonaire, on peut définir une pression veineuse centrale transmurale qui est égale à la PVC mesurée moins la pression pleurale. Et en fait, soit notre pression PVC, soit on a surtout une augmentation de la pression pleurale lors de l'insufflation, et donc on va avoir plutôt une baisse de la PVC transmurale qui va se traduire plutôt par une baisse du retour veineux. C'est ce qui est figuré ici, mais c'est très compliqué sur cette figure à bien comprendre. Et donc ça va être plutôt l'effet de la ventilation sur la veine cave sup, la veine cave 1, l'oreille à droite et le VG. À l'inverse, quand vous avez plutôt une augmentation de la pression transpulmonaire, donc un bon gros drap pulmonaire, en fait, votre pression elle comprime les capillaires pulmonaires, et vous avez une augmentation de la poche-charge VD, et en fait, on a plutôt une augmentation de la poche-charge VD. Donc, l'autre façon de le dire, c'est que quand on respire, dans tous les cas, la PVC, elle augmente, c'est comme ça, mais d'un côté, soit on a un obstacle à la remontée du sang au niveau du cœur,
ce qui fait chuter la pression, soit on a une augmentation de la poche charge VD, on a aussi une chute de tension de façon un peu grossière, c'est plutôt une chute du volume d'injection. Dans tous les cas, ça permet un peu mieux de comprendre ce qui se passe. On va maintenant parler des principaux essais. Déjà dans la RDS, ce papier est intéressant, c'est un papier 2012, c'était post-grippe H1N1 et c'était un SDRA Center qui faisait de l'ECMO. Et ce qui montre dans ce papier, alors ça n'a aucune valeur, c'est pas un RCT, mais c'est plutôt un rapport de ce qu'ils ont fait en gros pendant la grippe H1N1. Ils ont pris les patients pour ECMO et puis ils ont mis à tous des pressions œsophagènes. Puis il y a des patients où ils ont pu monter la PEP jusqu'à ce qu'il y ait une pression transpulmonaire inspiratoire à 25 cm d'eau. Eux n'ont pas eu d'ECMO. Puis les gens chez qui ils n'arrivaient pas à améliorer la ventilation grâce à la pression œsophagène, ils finissaient sous ECMO. Niveau de preuve 0, mais ça vous donne un peu une idée de c'est le placer une pression œsophagène. Il n'y aura jamais d'essai pour dire que ça évite l'ECMO, mais en tous les cas, c'est peut potentiellement pour certains patients éviter ça. Enfin pas gros essai, mais premier essai qui a vraiment affolé un peu tout le monde, c'est F21, c'est un New England de 2008 de Daniel Talmor. Et c'est un essai où en fait on comparait deux stratégies. La stratégie contrôle, c'était une table PEP FiO2, bras dit bas, c'est-à-dire des faibles PEP. Un moyen de se dire ça, c'est que à 60% d'FiO2, vous aviez 10 de PEP. C'est un peu une table classique dans les essais de SDRA. C'est souvent le groupe contrôle la table PEP FiO2 bras bas. Et puis dans le bras interventionnel, le but, c'était de viser une pression transpulmonaire de fin d'expiration entre 0 et 10 selon la FiO2. Donc si votre patient avait 60% de FiO2, on visait qu'il ait 4 de pression transpulmonaire expiratoire par la méthode absolue. Donc on montait la PEP jusqu'à ce qu'il soit dans l'objectif. Dans cet essai de VT, cible, c'était 6 milliparts par crédit par taille. Le ratio des assistances était à 70%, donc plutôt des draps pulmonaires, on va dire, et la pression œsophagène était plutôt élevée, donc plutôt des patients qui avaient plus de PEP dans le groupe pression œsophagienne. Et là où ça a un peu excité tout le monde, c'est qu'il y avait une tendance non significative à la baisse de la mortalité dans le groupe pression œsophagienne. Donc, ils ont voulu confirmer cela dans l'essai F22, et ils ont quand même un petit peu changé des choses. Dans le groupe pression œsophagienne, c'était plus entre 0 et 10, mais c'était entre 0 et 6. Donc, ils ont baissé l'objectif de pression transpulmonaire expiratoire, et donc on est entre 0 et 10 et 0 et 6. Et dans le groupe contrôle, ils n'ont plus utilisé la table PEP FiO2 bras bas, mais la table PEP FiO2 bras haut. Et à nouveau, une façon d'illustrer, c'est qu'à 60% de FiO2, vous avez 20 PEP. Ce qui est quand même plutôt des PEP élevés qu'on voit rarement, hein, même dans le service où on fait beaucoup de PEP, 20 cm de PEP, on n'en a pas encore eu beaucoup dans le service. À nouveau, ratio des assistances à 0,7, pression œsophagienne élevée. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que les deux stratégies amenaient à des pressions transpulmonaires assez équivalentes entre les deux groupes. Il n'y avait pas vraiment de différence. Les PEP étaient similaires entre les deux groupes. Et ça s'est traduit par le fait qu'il n'y avait aucune différence sur le critère de jouant principal, qui était un critère de jouant composite, mais même sur n'importe quel critère de jouant secondaire, il n'y avait pas de différence. Et donc, si on est un petit peu méchant, on pourrait dire qu'une pression œsophagène ou mettre une grosse PEP, c'est la même chose. Si on est prêt à mettre une grosse PEP, c'est pas la peine de se mettre à mettre une pression œsophagène. C'est un peu un raccourci. Il y a une petite analyse post-hoc où ils ont montré que le sweet spot, c'était peut-être entre 0 et 2 cm de pression transpulmonaire respiratoire. À nouveau, comme toute analyse post-hoc, on regarde ça et on ne sait pas trop quoi en faire. Mais bon, l'essai est négatif en tous les cas. Ça, c'est un petit truc que j'avais fait sur l'impact en DDDV. Donc, on avait repris la stratégie de pression œsophagienne de F21 et la TAP FiO2 Bon, on avait fait quand même F21. Et en fait, ce qu'on montrait dans ce papier, c'est qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de différence. Il y avait 2 cm de différence de PEP entre les deux stratégies. Et c'était pareil sur le dos et sur le ventre. Parce que souvent, on s'est dit que le ventre, ça fait un effet un peu PEP-like, où au final, ça ne changeait pas grand-chose. Et la plupart des patients, au final, on ne change pas tant que ça leur PEP en pratique. Ça, pour le coup, c'est un peu différent dans ce papier-là, sauf si on le survole. Donc ça, c'est assez récent, c'est sorti d'un Critical Care l'année dernière. C'est l'équipe d'Alain Merca. Et ils ont testé 2 PEP chez des patients en ARDS. Une PEP qu'on pourrait dire un peu façon express transpulmonaire, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé une pression transpulmonaire inspiratoire par la méthode du ratio des assistances entre 20 et 22 à gauche.
versus une PEP pour avoir une PTP expiratoire entre 0 et 6 à droite. Ce qu'on voit, c'est que en moyenne, entre deux groupes, la PIP n'est pas statistiquement différente, mais il y a une grande hétérogénéité, ça va un peu dans tous les sens. Et je trouve que le message de tout ça, c'est qu'on va souvent avoir des ambitions contraires entre avoir une PTP maximalisée et avoir une pression transpulmonaire expiratoire positive. Petit papier en ventilation spontanée que je trouve assez marrant. Donc ça, c'est les Canadiens. Et en fait, ça va faire quelques années qu'on nous vend une ventilation diaphragme protective, lung protective. Et donc, ils ont quand même essayé de faire ça. Donc, l'objectif de ce papier, c'était que les patients aient un effort respiratoire acceptable et bon, entre 3 et 8 cm d'eau. Donc, que le patient utilise son diaphragme, mais pas trop. Que cela génère un strain acceptable, donc une variation de pression transpulmonaire dynamique à moins de 15 cm d'eau pour éviter les phénomènes de pente de Luft et que cette ventilation permette la vie, c'est-à-dire avoir pas d'acidose respiratoire. Et donc pour ça, la première chose, c'est les patients étaient enrôlés alors qu'ils étaient encore sédatés, ils arrêtaient la sédation pour les faire rentrer en ventilation spontanée. Ils randomisaient entre PEP haute et PEP basse, et puis comparaient, mais ça, on ne va pas trop en parler. Puis après, ils pouvaient modifier les paramètres du respirateur, notamment en termes d'aide. Ils pouvaient resédater les patients partiellement. S'ils étaient sous ECMO, monter le balayage. Et enfin, ils pouvaient les curariser partiellement. Et donc, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'au final, on voit que peu de patients en ventilation spontanée dans leur papier arrivaient à avoir une ventilation acceptable avec leurs critères. C'est en rouge, hein, à chaque fois le drive est très important. Et le seul moyen de s'en sortir au final, c'était d'aller jusqu'à la curarisation partielle. Qui est un truc qu'on ne parle plus trop, mais c'était en 2012, c'était des Hollandais qui avaient fait ça, qui avaient montré qu'on pouvait curariser partiellement les patients pour contrôler le drive respiratoire. Alors, c'est pas trop ce qu'en pensent les patients, mais je trouve que le message de ce papier, c'est que c'est compliqué au final d'avoir une ventilation spontanée qui soit électrice, et donc ça renforce un peu le message que j'ai, c'est surveiller les patients. Et là, ceux qui sont en gris, en gros, ils les ont resédatés complètement parce qu'ils n'y arrivaient pas du tout. Donc c'est quand même compliqué. Après, moi, je trouve que c'est un peu une discussion qu'on avait eue un jour avec Fabio. Il faut savoir un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut vouloir protéger le poumon et le diaphragme, mais quand c'est quelqu'un de 80 ans, on a peut-être envie d'aller vite et d'aller assez rapidement à l'extubation, qu'il a toléré, qui est quelques heures, un peu dans l'orange rouge. Donc, à nouveau, il faut avoir un peu le projet global, mais si vous avez un jeune de 20 ans qui est en train de s'éclater le poumon, il faut peut-être le resédater et pas dire ça va passer dans quelques heures. En pratique, et là l'idée c'était de vous montrer plutôt des exemples pratiques. Pour la RDS, comment je raisonne avec une pression œsophagène? Je vais tout d'abord essayer de caractériser le SDRA, donc en termes d'élastance. De façon un peu grossière, l'élastance, ça représente un peu le baby lung, c'est-à-dire à quel point il y a du poumon fonctionnel. Donc par exemple, si vous avez 30 d'élastance au lieu de 10, vous avez perdu, vous n'avez qu'un tiers de la capacité du poumon initial, donc c'est quand même un RDS plutôt sévère. Je vais regarder aussi le ratio des élastances pour savoir RDS pulmonaire, extra-pulmonaire. Je vais regarder le gradient de PTP pour l'hétérogénéité. Je vais regarder surtout la PTP inspiratoire par la méthode du ratio des élastances. C'est un peu mon seuil de sécurité inspiratoire. Puis je vais regarder la PTP expiratoire par méthode absolue. Si elle est positive, je ne vais rien en faire de plus. Je vais gérer ma PEP comme pour n'importe quel autre patient. Puis si elle est négative et crédible, si c'est quelqu'un qui est très gros, si c'est quelqu'un qui a des problèmes abdominaux, si c'est quelqu'un qui a une scoliose, je vais peut-être essayer de viser une valeur nulle. Puis je vais, comme à chaque fois que je touche à la PEP de quelqu'un, je vais dire est-ce que ça lui a fait du bien sur le plan hémodynamique? Est-ce que j'ai pas dû monter la NORAD de 20 points? Est-ce que ça l'a amélioré sur l'oxygénation? Est-ce que ça a amélioré son élastance? Est-ce que ça n'a pas fait trop monter la PTP inspiratoire? Et donc ça, en pratique, c'est un premier exemple où on va avoir ce raisonnement. Donc, ce que je fais quand je suis au lit du malade, donc soit et on pourra le mettre en place dans le cadre du protocole, c'est un petit fichier où on redonne toutes les valeurs, sinon sur un papier, c'est assez simple. On fait 3 colonnes, pression alvéolaire, pression œsophagienne, pression transpulmonaire, et à chaque fois, ça moins ça donne ça. Je mets l'inspiration et l'expiration, et ça moins ça donne la DTP. Et pour des raisons un peu mathématiques, on n'est pas obligé de la connaître élastance, mais bon, à nouveau, tout s'additionne et tout se soustrait. Donc, chez ce patient qui est ventilé à 450 ml, fréquence 22 PEP 8,
La première chose qu'on peut voir, c'est que l'élastance du système respiratoire est doublée. C'est un drap plutôt pulmonaire. On voit que le ratio des élastances, il est à 62%. Quand on regarde la pression transpulmonaire inspiratoire par la méthode du ratio des élastances, elle est à 12 cm d'eau. Et puis la PTP expiratoire absolue, elle est à 3,2. C'est OK. Bon, la pression œsophagienne ne m'apporte pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas de toxicité attendue de la ventilation. Et je ne suis pas sûr de pouvoir en faire grand-chose de plus. Dans l'exemple 2, c'est assez marrant et pour le coup, c'est un patient qu'on avait mis dans une étude, donc c'est des vraies valeurs, c'est pas des valeurs sorties de mon chapeau. Et donc, c'était un patient qui avait 350 de VT, une fréquence SPI à 14 et une PEP à 8. Et la première chose qu'on voit, c'est que l'élastance, elle est quand même très augmentée. Elle est à 31,5, elle est 3 fois la normale. Donc, un SRA qui est quand même plutôt sévère avec pas mal de pertes de volume aérien. Le ratio des élastances est à 50%, et donc ça fait un peu penser au papier de Gattinoni, ça fait plutôt ce drap extrapulmonaire. Il y a quand même une belle composante d'élastance de la cage thoracique qui n'est pas normale, elle est à 15, elle est à 3 fois la normale, donc il y a aussi une atteinte de l'élastance de la cage thoracique. Et le gradient de PTP, il est 4,8, 9,3. Bon, c'est pas majeur, c'est moins de 10 points. Quand on regarde la PTP inspiratoire par le ratio des élastances, elle est à 10, donc on a de la marge par rapport à avant. Puis quand on regarde la PTP expiratoire absolue, elle est tout juste nulle à moins 0,1, donc c'est OK. Et puis, dans le cadre de cette étude, on l'a monté à 24 de PEP, ce qui est une valeur, ça fait un peu peur. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la pression de plateau, donc la pression alvéolaire fin d'inspiration, après une pause, elle est à 35. Donc, c'est normalement des valeurs qu'on ne doit plus voir habituellement. Et en fait, on voit qu'au final, même s'il y a une pression alvéolaire qui est inspiratoire, qui est très élevée, au final, la pression transpulmonaire, que ce soit par la méthode absolue qui est à 14 ou par la méthode du ratio des élastances qui est à 19, on est dans des ranges qui sont plutôt acceptables. Ça a permis d'avoir une PTP expiratoire très positive, un peu comme dans EBSENT 1, on visait jusqu'à 10 cm d'eau de PTP expiratoire absolue. On pouvait un peu s'attendre à ce résultat-là, c'est quand même plutôt un profil d'ARDS extrapulmonaire. Et de façon intéressante, et ça, pour le coup, on l'a vu quand on avait fait ce truc-là, où on visait des PTP plutôt positives, souvent, c'est bien toléré. En fait, quand on monte la PEP sur la pression œsophagienne, c'est bien toléré. Ça vient du fait, je pense que, à nouveau, la recharge VD, elle est déterminée par la pression transpulmonaire. Donc, si vous contrôlez vos pressions transpulmonaires, ça se passe plutôt bien, je trouvais en pratique, mais j'ai pas de plus de preuves. En tous les cas, il n'y a pas d'effet délétère de monter une telle PEP malgré des plates à 30. Après, à nouveau, je me posais la question, si le patient n'a pas bougé son oxygénation, si j'ai gagné en SAT, est-ce que j'ai vraiment envie de le laisser à 24 de PEP pendant 12 heures ou 24 heures? Pas forcément. Donc, voilà, à nouveau, un peu à la limite du concept. Si on se met plutôt sur maintenant un exemple de ventilation spontanée, donc à nouveau, donc là, c'est un PEP 4, pas de pression œsophagène, vous ne faites pas de pause, donc la seule chose que vous pouvez dire, c'est qu'il y a une aide à 7. C'est super, ça nous aide pas beaucoup. On met une pression œsophagène et là, ça devient déjà plus intéressant. Donc, on peut à nouveau calculer l'effort. Donc, on va regarder la delta PESO. Donc, on prend la PESO inspiratoire moins la PESO expiratoire en dynamique. Et là, on a une valeur de 13, alors que la norme est 3,8. Donc, déjà, on peut quantifier que le patient a un effort très important. Alors, probablement qu'il y a d'autres signes. Probablement qu'il y a peut-être une mise en jeu des muscles abdominaux, les sternocléidomastoïdiens qui sont un peu en PLS, un patient qui a le battement des ailes du nez, mais ça met un élément plus objectif. Alors, dans le service, on pourrait dire aussi qu'il a une PESO1 probablement très augmentée, mais voilà, ça permet de dire qu'il y a un effort important. Et cet effort, en fait, il génère un strain assez important. Quand on regarde la PTP, alors je suis désolé, elle n'est pas figurée sur ces courbes, on n'avait pas mis la courbe de PTP, mais la PTP, on peut la calculer avec ces deux courbes, et on a une variation de PTP dynamique de 19 pour une norme plutôt à 15, donc c'est un patient qui potentiellement peut faire du point de loft. Puis là, on a un peu la vision globale, on met une pression œsophagène, on fait des pauses, et là, on peut un peu tout détricoter. Donc déjà, on peut calculer la pression musculaire, qui est égale à nouveau donc, à la PESO lors du plateau moins la PESO inspiratoire, donc on tombe sur 18 pour une norme qui est plutôt à 5,10, donc un effort qui est quand même très important. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère une variation de pression transpulmonaire statique, pas chez le vexant en fait, à 11, donc acceptable, mais une variation de pression, une delta P au niveau respiratoire qui est à 16, donc vous avez 21 moins 5 ici, fait 16. Puis quand on regarde le stress,
donc la PTP inspiratoire, donc ce qui se passe tout en haut du système respiratoire, on est sur des valeurs plutôt acceptables. On peut aussi caractériser le système respiratoire. On voit que c'est un système respiratoire qui est très altéré. Vous voyez, la sens du système respiratoire est à 40, c'est 4 fois la norme. Donc c'est quand même un poumon qui se remet d'un RDS très sévère et qui est un poumon qui reste très lésé, qui n'a pas forcément récupéré. Alors, en pratique de ce patient-là, il a un effort très important. On a 2 marqueurs d'effort, la PMUS ou la delta dynamique, qui sont très élevés chez ce patient. Mais comme il a un poumon qui est très altéré, ça ne génère pas beaucoup de volume et puis il perd un peu d'énergie dans tout ça. Et donc au final, on a quand même une delta PTP dynamique qui est très altérée, donc un patient qui potentiellement se laisse beaucoup les zones postérieures du poumon. La delta PTP statique, je vous en ai pas parlé, mais c'est moins. Enfin, si, je vous en ai parlé, elle est OK et le stress est bon. C'est un patient qui avait une PEP très basse. On pourrait imaginer que si la PEP était plus élevée chez ce patient, il pourrait potentiellement avoir un stress plus important. Bon, en tous les cas, c'était une épreuve de sevrage chez nous dans mon ancien service avec 7 PEP 4. Il a échoué, il a été endormi, sédaté et on ne l'a pas extubé ce jour-là. Les asynchronies aussi, un exemple là qui est très récent, le fameux patient BPCO, je trouvais ça intéressant chez lui, c'est on voit typiquement ici, si vous avez que ça, il a fait une pause et tout ça, il a voulu respirer, mais en fait, il a un effort inefficace ici, en fait, il a inspiré, le respirateur ne l'a pas. Alors, on devine là, il y a le petit truc là, mais c'est de la finesse qu'on n'a pas forcément comme ça. Là, on voit vraiment qu'il inspire et qu'il n'est pas du tout récompensé. Et puis à nouveau, toujours ce patient-là. Donc à nouveau, on voit un effort inefficace ici. On voit qu'il baisse sa pression œsophagène et qu'il n'est pas récompensé. Puis on a pu déterminer chez lui à ce moment-là que sa PEP intrinsèque, elle était à 10, moins 2, elle était à 8 cm d'eau. Et comme vous avez réglé, elle a PEP 0, il a 10 d'aide, de façon un peu grossière, sa driving pressure, la pression pour l'aider à inspirer, elle est à 10 moins 8. Il n'a que 2 d'aide en fait en pratique efficacement. Et donc il faisait des VT pas géniaux. Et chez ce patient, on a monté l'aide de 0, la PEP de 0 à 10. La PEP intrinsèque est passée à 2, donc ça lui faisait 12 de PEP total. Et au total, ça lui faisait plutôt une driving pressure à 8. Et avec ça, il a généré des VT beaucoup plus joufflus. Ça va être l'heure de conclure et de vous laisser du temps pour les questions. Donc, comment jouer la pression œsophagène en 2026? Pour moi, c'est un peu la soigne du poumon, en fait. C'est un moyen de... Je vais sauter à la limite et je reviendrai après. C'est un moyen de monitorage. Je ne sais pas si ça va sauver des vies. Comme la swan, on sait maintenant que ça ne sauve pas de vie, mais on fait tous de la swan encore au quotidien. Et je pense que pour certains patients sélectionnés, ça peut apporter beaucoup d'informations. Mes indications, mais qu'on va discuter dans le cadre du protocole sur lequel travaille Raphaël ardemment, c'est la RDS difficile à ventiler, ce que j'appelle difficile à ventiler, c'est-à-dire avec un régime de pression compliqué. Avant ou pendant l'ECMO, moi je pense que c'est des patients. Quand on met une ECMO à un patient, il y a un gros investissement et mettre une PESO, c'est la moindre des choses. Surtout si on envisage de faire de la ventilation spontanée sous ECMO où le drive respiratoire peut être difficile à contrôler et c'est des patients qui peuvent s'abîmer leurs poumons qui sont déjà lésés. Puis chez les patients chez qui la ventilation spontanée est compliquée, j'ai l'obstructif sévère, un peu comme on a fait pour le monsieur à nouveau de l'USI 5. Pour le sevrage respiratoire complexe, ça peut être utile pour comprendre ce qui se passe parce que sinon, il faut recurariser le patient pour lui faire la mécanique respiratoire, c'est un peu cher payé. Puis chez un patient qui se remet d'un SDRA, d'un RDS, qui a des poumons très lésés, je pense que ça peut se discuter. Et comme je vous ai dit, c'est la soigne du poumon, mais je pense que chez ces patients, il ne faut pas hésiter à utiliser la soigne. Et ça, c'est ma partie plutôt clinicienne qui parle. Le cœur et poumon, ça va souvent ensemble. Il y a souvent des patients asséchés, souvent la surcharge qui est méconnue. Et donc, la soigne, ça va super bien avec une PESO pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien sécher les malades. Il y a quand même des limites. Il y a des problèmes de fiabilité et d'artefacts. Ça sera peut-être un sujet de travail, mais je ne vous ai pas parlé, mais on ne sait pas trop si le poids du médiastin se met sur la pression œsophagène, ce qui expliquerait des valeurs plus ou moins fausses. C'est pour ça que je pense que la technique italienne du ratio des élations, ça permet un peu de s'affranchir de ces problèmes d'artefacts. Puis elle demande une expertise ou une rigueur. Donc j'ai essayé un peu à travers ce séminaire de vous passer des tips, mais je pense qu'il faut surtout pratiquer. C'est comme la swan. Si la swan elle prend la poussière, on ne sait pas s'en servir. Et la pression œsophagène, si on n'en met pas, on ne sait pas quoi en faire. Puis voilà. Merci. Merci, Mélie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je commencerai par la partie que tu as donnée par acquis, qui est le côté tout le monde connaît sous la RDS. Je vais passer après la ventilation spontanée.
Oui. On est d'accord. Les indications, hein. On est d'accord que sur un ARDS compliqué à ventiler, ça peut avoir un sens. La pression du vagal, quand bien même 0. 0. Moi, ce qui me manque dans tes indications, et que par contre, je reviens assez effectivement, c'est quand on a grande suspicion, probabilité que ce test est très élevé d'avoir une instance altérée, surtout au niveau pleural. Je pense, dans ce cas-là, aux ARDS extrinsèques, par exemple les pancréatiques, par exemple les obèses qui vont avoir une pression œsophagène qui est élevée et qui va nous empêcher d'optimiser les pressions des voies aériennes parce qu'on a peur de donner une pression transpulmonaire qui est faussement élevée alors qu'elle n'est pas du tout. Et je te laisse après. Deuxième question. Dans la pression transpulmonaire inspiratoire, c'est très bien, même si je pense que c'est plus fiable d'utiliser la méthode de l'élastance. Quand tu penses aux valeurs que tu obtiens, tu ne réfléchis jamais sur le VT. Ça ne te déclenche jamais l'envie de réduire le VT. Et inversement, pour la transpulmonaire expiratoire, vu que tu laisses, dans l'exemple, tu avais laissé des transpulmonaires expiratoires élevés, tu n'as pas un cut-off où tu ne vas pas y aller? Alors, première question, je pense dans le cas du protocole, il faudra qu'on discute. En fait, en pratique, je pense que quand je vois quelqu'un qui est obèse, je tente très facilement la PEP, surtout que, j'en ai pas parlé, mais il y a souvent de l'AOP ou de la limitation du débit expiratoire qu'en pratique, on tente et souvent, ça les transcende. Mais oui, je pense que en fait, j'avais hésité à le mettre, mais c'est pour ça que je vous ai parlé des patients qui ont des caches thoraciques, enfin des élastances altérées. Je pense que quand on a une hypertension intra-abdominale, la parité elle est élevée, donc c'est bien montré par Gattinelli, ça vaut le coup. Et chez un obèse, ça vaut le coup. Après, il y a obèse, c'est-à-dire que s'il y a un obèse qui a un IMC à 35 qui va bien, qui a 40% PEP5, je vais peut-être pas me battre, mais un patient qui est au bord de l'ECMO. Mais c'est un patient chez qui déjà spontanément j'aurais tenté à la PEP, mais oui, je pense que ça fait partie des patients à cibler avec ça. Après, en pratique, le nombre de fois où j'ai vu des patient obèse en me disant, il va avoir la PESO, ça va tout changer. Et alors, ça changeait rien. Ça m'a. En fait, ce qu'on avait dans le papier, là, où je vous ai montré variation de PEP en DD en DV, j'avais essayé de voir si le BMI permettait de prédire un peu l'utilité de mettre une PESO et ça marchait pas très bien. Alors, il n'y avait que 36 patients, mais il y a des grosses surprises en fait. Et typiquement, moi, je me souviens, je crois que la patiente, c'était une patiente à 24, non, peut-être pas vu le VT, mais je me souviens d'une dame payée pas de mine, pas grosse et tout ça, IMC 20, c'est elle qui a fini avec 32 PEP en suivant la PESO. Comme quoi, on ne sait pas tout. Alors, probablement qu'elle avait une scoliose. Je pense qu'elle a une scoliose à posteriori, mais voilà. Et, mais en effet, je pense que dans les difficiles à ventiler, on pourrait dire aussi suspicion légitime de trucs. Après, c'est quand même 200 balles. Hein, donc, si on met des pesos à toutes les personnes en obésité, il va falloir qu'on définisse un cut-off. Là, il y a. Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'avec les gens enfin, les gens prennent du poids, les ARDS, il y a un cut-off qui est à 40 notamment. Il y a un essai dans la GRCCM qui a été paru sur ça et il y a un essai en cours qui est TGV moi par les Français sur ventilation guidée par PESO chez l'obèse morbide IMC supérieur à 40. Ça peut être un cut-off pour dire eux, dès qu'ils ont un SRA, on le met, puis dans la zone intermédiaire entre 30 et 40 à voir. Après, comme pour tout patient, je pense que la PEP, ça se teste. Et quand un patient répond à 15 de PEP et qu'il est bien avec, bah, ça répond à la question indépendamment de la PESO. Et donc, la deuxième question, c'est PTP inspiratoire par le ratio des élastances, le VT. Bah, je viens d'une école où on croyait beaucoup à la baisse du VT sans ECMO. Ça a donné un essai qui était VT4 Covid, qui est négatif avec plus d'effets indésirables dans le bras VT4. Donc, pourquoi pas chez certains patients baisser le VT, mais à nouveau, c'est un peu tout le problème de la stratologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'intéresse à un seul truc, on s'intéresse à la PEP, puis on s'intéresse au VT, mais en fait, les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la représentation du stress et du strain, en fait, c'est un peu le volume tout en haut qui est généré par la PEP et le VT. Donc, forcément, il y a un
Mais par exemple, si un patient, on lui évite l'ECMO, il a 300 de PAFI à 20 PEP et je suis obligé de mettre un VT4 pour que ce soit correct, bon, pourquoi pas? Et sur les valeurs maximales de PT expiratoire absolu, bah, je ne sais pas, de façon un peu conservative, je viserais entre 0 et 6 parce que 0 et 6, c'est ce que c'était M21 et que la post-hoc de M22, c'est entre 0 et 2. Donc après, à nouveau, je pense que ça se teste et puis voir l'effet un peu global. Je pense que la PESO, dans ces cas-là, c'est un peu pour se rassurer, c'est-à-dire, tiens, je suis en train de mettre 24 de PEP à un patient, ça me paraît complètement fou, mais en fait, il y a un truc qui me rassure et accessoirement, physiologiquement, ça se défend. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, c'est si je monte la PEP, je vais aussi regarder que ça fait pas du mal de l'autre côté. Je suis un peu lassise mort. En fait, le 27, il vient de Gatineau. Il a ventilé 20 cochons à 27. Au bout de 24 heures, il y avait 100% de mortalité dans l'animalerie. Et il se trouve que en fait, l'équation que je vous ai montrée, elle est valable chez à peu près tous les mammifères. Le 13,5, c'est ce qu'on appelle l'élastance spécifique, et c'est un truc qui est vachement conservé entre espèces. Mais on ne sait pas la bonne valeur. Il y a aussi les problèmes de mesure, la fiabilité de la mesure. Donc moi, je préfère 20. Je me dis 20 et surtout qu'on a d'autres moyens maintenant. Avant, quand il n'y avait pas l'ECMO, c'était compliqué. Et l'ECMO, elle permet un peu de mettre le patient en sécurité au besoin. Et je ne sais pas s'il faut flirter avec des valeurs et tu vois, dire 24,9 c'est bien, 25,1 c'est mal. Je suis pas sûr. Plus on en est loin, mieux c'est. Et je suis très heureux quand mon patient il est plutôt à 20. Et c'est plutôt 20. Si je monte jusqu'à 25, c'est parce que j'ai accepté d'autres choses en échange, quoi. J'ai une question plus globale, un peu, tu vois, c'est bien, je pense, un peu critique. Tu as moi publié ça en 2008, c'est il y a 18 ans. Et quand on regarde le nombre de personnes qui utilisent la PESO, la connaissance de la PESO en général chez la réanimation, je parle des médecins, je parle des infis, le fait que quand tu présentes les données, on dit souvent on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai appris il y a longtemps, bah, quelqu'un qui était mon chef, qui me disait que c'est une technique qui ne perce pas, soit elle ne marche pas, soit il y a un truc qui cloche. Est-ce que tu vois, c'est juste un problème de recherche, ou est-ce que c'est peut-être on s'est posé la question chez les mauvaises versions. En gros, comme tu dis bien, parfois, du bon sens permet de résoudre des questions, et du coup, ça devient presque pas la soin, ça devient l'ECMO du ventilateur, c'est vraiment des patients ultra sélectionnés, où après 24 heures de traitement conduit, je suis en dehors des valeurs que je m'attends, les malades qui n'évoluent pas comme je m'attends, des valeurs que je n'ai pas serrées. Est-ce que vous finissez ça? Donc, ça va rester quand même un sujet très Denis, je te pose la question parce qu'en fait, moi, j'adore comprendre ce qui se passe. Mais si tu mesures 100 patients et sur les 100 patients, tu as 92 qui sont dans les ranges, ben, tu mets le cathéter, mais ça va juste apporter beaucoup de formules aux gens sans comprendre vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec. Tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'App22, c'est un peu killé le truc. Alors, j'ai quand même regardé sur PubMed, tu sais, quand tu mets des mots-clés, tu peux voir un peu la. Ça faiblit pas. Ça continue à publier. Il y a cet article dans Critical Care, donc les gens continuent. Après, on a un petit symposium de physiologie respiratoire qui s'appelle le Plug, là, qui se tient au final au Canada là, en septembre. On continue à se voir entre nous. On aime bien ça. Mais pour répondre à la question, je pense qu'il y a un problème de difficulté technique. Ce qui va peut-être changer là et qui va peut-être remettre du grain à moudre, c'est qu'il y a maintenant des sondes sans ballonner. Donc, ça va nous enlever un problème à gérer avec une mesure en continu plutôt fiable. Donc, je pense qu'il y a le problème de la technicité. C'est pas si simple que ça à mettre. C'est quand même coûteux. Deux, tu l'as dit, probablement qu'il y a 90% des patients à qui ça sert à rien et c'est un peu ce qu'on avait montré là quand j'étais plus jeune. Il y a plein de patients chez qui ça change pas grand-chose. Et donc, il faudrait probablement de l'enrichissement dans les essais pour sursélectionner les patients chez qui c'est intéressant. Et trois, à nouveau, c'est pour ça que j'ai conclu que c'était un peu la soigne du poumon. La soigne, ça n'a jamais sauvé un patient dans les essais. Il y a de magnifiques essais qui a failli tuer la swan. La swan en elle-même, ça ne change rien. Je pense que ça s'intègre dans, dans une globalité. Je pense que c'est un outil à avoir, mais je pense qu'on n'aura pas de gros essais et ça va devenir un peu pour le coup, ça va rester la semaine, c'est-à-dire ça va être un outil, on va publier de temps en temps des papiers dessus, mais on n'aura plus de gros RCT sur le sujet parce que c'est un peu niche, quoi.
Tu avais une question, Pipo? Tu l'as très bien dit, l'interaction pour tout le monde, pour une pense qu'il y a 90% des patients où ça ne sert à rien. Puis il y a toute une série de patients où le monitorage cardiaque était largement suffisant. Et donc, tu sais très bien de mettre un tweet de PEP. Peut-être que le poumon est content, le doit presque jamais avoir un tweet de PEP, peut tenir 2-3 jours. Et donc, toi, tu as lu tous ces ligne par ligne plusieurs fois. Est-ce que effectivement il y a un défaut de monitorage qui pourrait expliquer aussi qu'une partie de ces patients, mais en fait, n'est pas bien comme les chiffres devraient faire imaginer du côté pulmonaire, parce qu'en effet, passer par une compromission à la fonction cardiaque, C'est pas ressorti. Au final, tu vois dans les essais, alors je me souviens plus chez Talmor, je crois que c'était un peu plus élevé, mais au final, même si les PEP étaient élevés, ils arrivaient quand même à des pressions transpulmonaires expiratoires, pas délirantes. Au final, avoir 5-6 cm de pression transpulmonaire expiratoire, c'est pas non plus délirant, hein. Si vous avez, c'est ce qu'on probablement beaucoup de patients spontanément à qui on mettrait une CPAP. Donc au final, c'est quand même des choses qui sont tolérables, mais il y avait pas j'ai pas noté de différence de remplissage ou d'alerte hémodynamique. C'est pas comme dans ART où ça tue les patients. Ces stratégies, elles sont pas associées. Et ça, je trouve, c'est un truc intéressant. Je trouve dans l'expérience clinique, mais même dans ces papiers-là, il n'y a pas un gros warning de dire on a dû mettre plus de vasopresseurs ou plus de remplissage chez ces patients. Donc, je pense qu'il y a quand même une possibilité physiologique et dans les essais pour dire que, en tous les cas, ces PEP sont bien tolérés chez la plupart des patients. Après, il est aussi possible qu'il y ait un effet qui se croise, c'est-à-dire qu'il y ait chez des patients chez qui ça fait bien, mais on ne met pas des grosses PEP, puis il y a des patients chez qui ça fait mettre des grosses PEP et ça les tue, et en fait, l'effet est noyé. Donc ça, on ne sait pas. Ce qui pourrait aller en faveur de ça, c'est que dans la post-hoc de F22, les bons patients, c'était ceux chez qui on ciblait 0,2. Alors, chez qui on ciblait 0,2, c'était aussi les moins graves. Donc, bon, c'est un peu complexe à interpréter comme message, mais voilà, je n'ai pas plus d'informations, mais vraiment en pratique, pour avoir mis à plusieurs patients plus de 20 PEP en utilisant cette technique, ça bronche pas. Alors, Dieu sait qu'il y a des patients, tu leur mets 5 à 10 de PEP, tu les vois se casser la gueule en tension et tout ça. Honnêtement, quand on cible une PTP tout juste positive, expiratoire, en montant beaucoup la PEP, ça se passe plutôt bien. Après, souvent des SDRA-frais qui ont plutôt été bien remplis vu que c'était des chocs septiques. Et si on croit ces trucs-là, la PEP, elle a plutôt un effet sur le retour veineux plus que sur la post-charge VD. Donc, en fait, si tes patients sont bien remplis, normalement, ils arrivent à tenir, quoi. Je peux te faire un commentaire, puis je laisse. En fait, la plupart des littératures maintenant, la grosse littérature, c'est dans la RDS, je vais montrer assez rapidement, mais sinon, c'est pour finir l'intérêt de cette pression œsophagène, moi je mets aussi, c'est pour finir plutôt dans le patient on appelle le sevrage difficile, tu vois. C'est-à-dire que autant dans la RDS, on peut faire quand même déjà pas mal de mesures, mesures de VT, mesures de tapé, on fait pas mal de trucs, le respirateur, le malade, il est effectivement bien intégré, mais comme tu disais bien, en pressure support, on n'a pas grand-chose. On a un aide, on a une pipe et le volume généré qui est estimé. Donc, est-ce que pour finir, un malade le malade qui apparaît comme le plus léger en sévrage, mais qui est sévrage difficile, c'est peut-être la bonne population dans laquelle on va étudier. Et le côté opposé, chez les malades qui sont en ECMO, vous devez la citer rapidement, comme c'est deux stratégies de ventilation, c'est qu'ils pensent que l'ECMO égale mise à repos du poumon. Il ne faut pas ventiler le malade. Ceux qui pensent que malgré le fait que tu sois en ECMO, il faut ventiler le patient, le poumon peut le laisser ouvert. Donc, chacun a des arguments pour l'un ou pour l'autre. Je pense que globalement, si tu mets dans un essai, tu vas voir en fait que c'est kiff-kiff, parce que tu as des gens qui sont difficiles. Est-ce qu'il faudrait, pour finir, essayer d'utiliser la pression œsophagène, donc dans l'extrême opposé, chez les patients en ECMO, pour comprendre quand tu choisis ta méthode de ventilation, quoi qu'il soit, qu'est-ce qui se passe réellement sur la cage? Ah, mais vraiment, bon, accessoirement, je pense que j'ai envie de faire de la recherche sur ça, donc on va travailler dessus, mais il y a vraiment ces deux populations. Je pense, enfin, je viens d'une école où pour le coup c'était le poumon repos. On aura un peu plus d'infos dans un an ou deux. Il y a les restes là, de la pitié compare CPAP, CPAP-like versus ventilation. Donc je pense qu'on aura des réponses, vu que c'est vrai que c'est un peu un avis d'expert. Moi je pense que oui, je pense que non. Mais si on fait de la ventilation spontanée, je crois que quand j'étais arrivé, on avait une jeune patiente comme ça. Tu te souviens, la petite patiente de UZI5,
Je pense, alors, si je devais mettre une seule PESO dans tout le service, c'est à cette patiente-là. C'est un patient qui a des poumons explosés, à qui on fait de la ventilation spontanée sous ECMO, parce que la référence quand même de la RDS, c'est la sédation, la curarisation. Enfin, voilà. Quand on fait de la ventilation spontanée, on est vraiment à l'aveugle. Et chez elle, en plus, on faisait de la CPAP, on débranchait du respirateur. Mais alors là, on était vraiment à l'aveugle. Et quand on a monitoré, on a vu des efforts respiratoires très importants, de la détresse respiratoire. Et donc, si de tous les patients là, de l'unité, un, lui, et deux, après, en effet, les patients au sevrage respiratoire. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler, c'est qu'on caractérise mieux les patients qui ont un sevrage respiratoire difficile ou prolongé. Et je pense que la PESO, elle a quelque chose à faire dedans pour mieux comprendre et probablement qu'on passe à côté de troubles de compliance chez certains patients sur du post-DRA, des patients qui ont un peu fibrosé leurs poumons et on ne se rend pas trop compte. J'ai en tête le patient de l'usien Lien qui est mort il n'y a pas longtemps, monsieur H. Il respirait vraiment pas normalement. Il avait très... J'aime bien, il y a ouais, ouais, on est d'accord. Mais au-delà du problème éthique, ce patient, en fait, on aurait voulu faire peut-être une exploration complète de son système respiratoire. Et là, pour le coup, dans le sevrage respiratoire, je combinerais bien la SWAN et la PESO, mais comme pour l'ECMO, pour voir la part de cœur, la part de dysfonction diaphragmatique, la part d'altération des caractéristiques du poumon, et pour mieux les monitorer, mieux savoir ce qu'on fait. Après, ce qu'on voit dans le papier là, que j'ai mis de Critical Care, c'est que probablement beaucoup de patients seraient recédatés. Et à nouveau, moi, je trouve que la conversation qu'on a eue, c'était un monsieur de 80 ans, où je te disais, bah, ce patient, il faudrait le recédater. Tu m'as dit, non, mais il a 80 ans, la limitation de soins n'est pas loin de lui, il faut que ça avance. Et en effet, bon, on a fermé les yeux pendant 12 heures, puis bon, ça allait mieux. Et dans mon ancienne unité, on aurait recédaté. Et donc, là où peut-être que j'ai tort, c'est que si on a une vision qui est trop centrée sur le poumon et le diaphragme, mais pas sur un projet global, aussi possiblement, on peut prolonger la durée de ventilation des patients. Et ça, tant qu'il n'y aura pas l'essai, on ne saura pas le dire. Hein. Là, c'était purement observationnel ce qu'ils ont fait. Mais savoir, est-ce qu'il faut à tout prix tout sécuriser, tout contrôler, versus, bah, des fois, on fait une marche avant, puis on ferme les yeux, et puis ça va mieux. Ça, on ne sait pas. Après, si on ne monitore pas, on ne sait pas. Ouais. Dernière question. Non, juste une remarque, justement sur ce page, sur le nouveau socle, pour ceux qui n'étaient pas là, on peut continuer le monitoring de la pression esophagienne, même le respirateur éteint. Ah oui, c'est vrai, oui. Études ou détubé, c'est peut continuer le monitoring de la pression esophagienne. Et je vais peut-être demander à Mehdi aussi, s'il a le temps évidemment, hein, de faire peut-être des petites, on dit ça maintenant, des petites vidéos qui montrent bien comment sur le respirateur on fait les mesures, parce que tout ça c'est appliqué très rapidement. Je pense que pour les personnes qui ont envie de s'approcher à ça, avoir peut-être des petites vidéos, des petits clips qui expliquent comment on fait les pauses, comment on mesure et tout ça. C'est un bon rappel, comme ça quand quelqu'un veut s'entraîner, bah, il ne doit pas t'appeler tout le temps, mais il se porte. Yes. Merci beaucoup. Merci. Bien sûr.